Aujourd'hui, je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée avec Pascal Boulay. Pascal, c'est un expert en optimisation opérationnelle et financière. Pascal a 30 ans d'expérience avec les dirigeants d'entreprise, au service des dirigeants d'entreprise. Puis, il a aidé au-dessus de 100 entreprises, que ce soit des multinationales ou des PME. Son approche, ses clients disent de lui là, que son approche est vraiment reconnue pour être un gars structuré, c'est une approche directe, qui est vraiment orientée résultat. Ses clients, ils vont dire de lui aussi que c'est vraiment un véritable partenaire finalement pour eux autres, pour la réussite de leur entreprise. Puis honnêtement, il donne un service comme si c'était son entreprise, là. Donc, je vous laisse profiter de l'épisode. Pascal, Pascal Boulay, MBA. Fais-tu vrai que tu as fini ton MBA? Écoute, j'ai terminé à la fin de la COVID en 2021. OK. Ouais. Fait qu'il y a un peu sur le tard, tu sais, mais ça m'a permis d'aller chercher des nouvelles compétences puis que je mets à profit avec mes clients actuellement, ouais. Qu'est-ce que tu fais dans le fond, Pascal? Novistra, Ouais, c'est service conseil que vous faites d'abord dans l'entreprise. exactement. Fait qu'expert en efficacité opérationnelle. Dans le fond, concrètement, c'est qu'on aide les entrepreneurs à optimiser leur entreprise, que ce soit d'un point de vue opérationnel ou d'un point de vue financier. C'est de préparer l'entreprise à faire plus de BAYA, donc faire plus de profit. OK. Puis le BAYA, justement, c'est quoi le terme BAYA, juste pour expliquer Ouais, peut-être aux gens qui sont... c'est bénéfices avant amortissement et impôts, intérêts et impôts. En fait, le BAYA, c'est une mesure qui permet de mesurer la rentabilité de l'entreprise. OK. Puis qu'est-ce qui... ben, c'est sûr que tu as un MBA. Est-ce que tu as Oui, t'es comptable? C'est sûr que ça touche beaucoup la comptabilité. Souvent, on voit ça, hein, des présidents d'entreprise qui sont comptables. oui. Il y en a beaucoup qui... parce que à la base, c'est de maîtriser les chiffres, surtout, qui est important en entrepreneuriat. Mais je veux savoir qu'est-ce qui, dans le fond, qui t'amène... qu'est-ce qui fait que tu as les expertises pour faire ça, finalement? Ben, moi, j'ai un parcours un peu plus gestion des opérations, donc plus opérationnel. Et une des choses que je me suis aperçu à travers le temps, donc ça fait 30 ans que je suis sur le marché du travail, j'ai travaillé avec plein d'entreprises différentes, mais un des sujets qui revient dans l'actualité puis que j'ai pu vivre avec ces entreprises-là, c'est le manque de productivité. Donc, c'est un des sujets de l'heure actuellement euh, parce que les entreprises sont 30% moins productives au Canada que les États-Unis. Donc, c'est 31,22 par heure travaillée de moins que les Américains. L'impact est directement se fait sentir sur les bénéfices des entreprises. Donc, si tu as moins de bénéfices, moins de profitabilité, c'est dur d'investir. On parle d'IA, on parle de robotisation, d'automatisation, d'aller sur des nouveaux marchés, mais si tu n'as pas les liquidités, parce que tu es moins productif, c'est dur de faire des Ouais. réinvestissements. Puis pourquoi est-ce qu'on est moins productif au Québec? C'est intéressant. Une des choses qui font qu'on est peut-être un peu moins productif, si on se compare aux États-Unis, c'est qu'ils ont le marché pour produire en gros volume OK. aux États-Unis, tandis que les entreprises québécoises, canadiennes doivent être un petit peu plus des entreprises qu'on appelle bonbons, là, où on doit avoir des tailles de l'eau plus petites, avoir plus de produits. Puis un des écarts aussi qu'on voit, c'est nos équipements. Donc, on investit moins dans les équipements, moins d'équipements de pointe, moins robotisés, donc plus manuel. OK. Puis on est obligé d'avoir plus d'employés pour sortir le même volume comparativement aux États-Unis. Ouais. OK. C'est sûr que finalement, c'est le volume qui va faire en sorte que tu fais plus d'argent, tu peux réinvestir plus. Oui. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben moi, ça fait 30 ans que je suis sur le marché du travail. OK. Mettons, l'aspect plus consultation, ça fait une vingtaine d'années. OK. Tu travailles avec beaucoup de clients à la fois ou est-ce que c'est. Généralement, c'est plus des contrats à court terme que les gens te donnent justement pour optimiser peut-être avant une vente ou ça arrive? Ben, Est-ce que ça arrive? il y a différents scénarios. Ça peut être pour préparer la vente de l'entreprise, mais ça peut être suite à une acquisition aussi pour augmenter la rapidité des synergies puis dégager plus rapidement
la rentabilité de l'entreprise. Okay. Souvent, on a un scénario puis on veut l'atteindre. Dans le fond, il y a différentes étapes qu'on peut faire quand j'accompagne un client. Puis souvent, ça part de la stratégie. Hein, c'est de comprendre comment cette entreprise-là va performer, c'est quoi qu'elle veut atteindre. Donc, on définit la stratégie, puis après, on s'assure que l'exécution réalise la stratégie. Puis souvent, c'est qu'on a une bonne stratégie, mais l'exécution est mal déployée, puis on ne va pas chercher le plein potentiel de la stratégie qu'on a décidé de mettre en place. OK. Fait que mettons que, puis dans le fond, nous, on travaille beaucoup avec les entreprises. C'est pour ça que c'était pertinent. Puis avec ma série Valeurs Net, je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat, finalement, puis aux entrepreneurs. Souvent aussi, là, je suis courtier immobilier, évidemment, commercial. Il n'y a pas juste l'entrepreneuriat aussi, l'immobilier à travers tout ça. Puis, c'est ça, il y a une des raisons. Dans le fond, là, je t'expliquais un peu la raison pour laquelle c'était pertinent de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, qui est en fait notre premier épisode. On travaille avec, j'ai lancé la série Valeurs Net il y a, je ne sais pas, 6 mois environ. Puis on parle beaucoup avec les entrepreneurs. Souvent, l'immobilier est une grosse partie aussi de l'entrepreneuriat. Je pense que tu as toi-même acquis une entreprise qui a plusieurs immeubles. Exact. Puis comment tu vois un peu l'immobilier à travers tout ça? Puis dans le fond, si je recule un peu avant ça, où est-ce que tu es impliqué plus avec des compagnies justement qui font de l'acquisition ou à quand dans le processus finalement es-tu impliqué avec un client? Oui, bien, ça peut être avant la transaction. Donc, supposons un vendeur qui souhaite maximiser la valeur de son entreprise. Donc, une entreprise, bien, ça se prépare avant la vente, plusieurs années idéalement, pour bâtir l'histoire puis s'assurer que, dans le fond, le vendeur ne laissera pas d'argent sur la table. Fait qu'on s'assure d'optimiser les activités de l'entreprise pour augmenter la profitabilité de l'entreprise parce que c'est ça qui va déterminer la valeur de l'entreprise. Donc, on aide le vendeur à ne pas laisser d'argent sur la table. Dans le cas d'une transaction... C'est combien de pourcentage, mettons, de ta clientèle qui dit « OK, je vais optimiser pour la vente, je vais optimiser après, juste pour qu'on saisisse un peu le service que tu offres et comment tu es réparti? » Bien, je te dirais que le plus gros de ma clientèle, c'est des entreprises qui sont établies, qui cherchent de la croissance. Pour avoir de la croissance, bien, ça prend de la rentabilité parce que si on fait juste faire croître les revenus puis qu'il n'y a pas de rentabilité en bas, c'est pas une situation qui est viable à court, moyen ou long terme. Je te dirais le corps de ma clientèle, c'est ça. Puis c'est des entreprises qui sont établies qui veulent générer de la croissance. Puis ça, il y a des points bien précis qu'il faut maîtriser parce que c'est pas juste opérationnel. Il faut voir l'optimisation de l'entreprise dans son ensemble. Fait qu'il y a des trucs, j'ai l'expertise pour pouvoir accompagner les entrepreneurs à cette étape-là. Si c'est en vente, donc ce que je vois, c'est que les entrepreneurs ne se préparent pas assez à vendre leur entreprise. Ils n'ont pas de plan de sortie. Puis la journée, puis pourquoi c'est important d'avoir un plan de sortie puis préparer son entreprise? C'est qu'il y a trop d'éléments qui vont arriver dans la vie d'un entrepreneur qui vont faire en sorte que ça ne se passera pas comme il avait anticipé. Puis la journée où il va être obligé de vendre, parce que des fois, c'est ça qui arrive, bien, il ne sera pas préparé. Fait que qu'est-ce qui peut arriver dans la vie d'un entrepreneur? C'est une offre non sollicitée. Donc, il n'a pas pensé qu'un concurrent ou quelqu'un s'intéresserait à son entreprise. Il arrive avec une offre où commencent les discussions, puis il n'est pas prêt à vendre son entreprise. Il ne l'a pas optimisé. Ça, c'est un contexte. L'autre élément, il peut avoir de la maladie, il peut avoir un contexte externe. On parle de tarifs, on parle de concurrence, on parle d'innovation qui vont faire en sorte que la compétitivité va venir impacter l'entreprise. Donc, si on ne s'est pas préparé à ces éléments-là, ça vient affecter, dans le fond, la valeur de l'entreprise à la vente. Puis, un des éléments qu'il faut faire attention aussi, c'est des fois l'intérêt de l'entrepreneur à s'occuper de son entreprise. Donc, des fois, c'est un projet que ça fait 10 ou 20 ans qu'on s'occupe de l'entreprise, puis à un moment donné, on perd l'intérêt, on n'a plus l'énergie, on n'a plus la volonté d'amener à la prochaine étape. Puis c'est prouvé qu'une entreprise qui change environ aux 7 ans, demain, va être beaucoup plus performante
va avoir beaucoup plus de croissance, va être beaucoup plus rentable OK. d'année en année au fil des transactions qui vont se faire. Donc, c'est comme si les entrepreneurs, pendant 7 ans, peuvent amener jusqu'à une certaine valeur l'entreprise, mais si on va aller aux prochaines étapes, c'est le reprenariat qui va faire la différence. OK. Ça fait penser, c'est un peu comme en immobilier finalement, là, tu sais, Oui, quand on met un immeuble en vente, par exemple une strip avec plusieurs locataires, des fois on rencontre le client qui veut mettre en vente, puis les baux finissent tous dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Tu sais, les banques, c'est vraiment pas bon pour le financement. Justement, c'est de exact. planifier. Tu sais, c'est peut-être pas le bon temps de mettre en vente maintenant, c'est peut-être dans 2 ans que ça va être le temps. Négocier des baux avec des bonnes indexations, par exemple, des bonnes conditions pour être capable de maximiser la valeur, là. Exact. C'est un peu, je pense, c'est un peu la même situation. Oui, Ou j'en ai un justement, c'est un dossier que j'ai regardé, c'est justement quelqu'un qui veut vendre, puis là, tu sais, les 2 dernières années, il laisse ça un peu aller, puis là, hop, finalement, on n'est pas maximisé au niveau des profits. C'est sûr que en fait, ça affecte le oui. financement, ça affecte la valeur de la compagnie, ça affecte plein de choses. Donc c'est sûr, comme tu dis, c'est super important de bien planifier ça, je pense, là. Exactement, puis de le faire bien accompagné parce que l'optimisation d'une entreprise, ça se fait avec des spécialistes. Ouais. Ils vont vous faire gagner du temps. Ben, tu me fais penser, justement, sur ce dossier-là, il y a plusieurs entités. Il y a une entité qui détient l'opérante, une autre compagnie qui détient l'immeuble. oui, Puis là, dans le fond, on a de la déduction, puis lors de la vente d'une entreprise qu'elle vient de perdre sur l'immeuble vaut 1, mettons 2 millions, puis la compagnie vaut 200 000, fait qu'elle vient de perdre 2 millions, l'exemption sur 2 millions, au final. exactement. Fait que de travailler avec des Ouais. fiscalistes puis des gens compétents qui vont aider à la transaction pour, je reviens toujours à pas laisser d'argent sur la Ah, table. exact. C'est de valeur de voir des entrepreneurs qui ont peur de dépenser de l'argent ou de travailler avec les bonnes personnes, souvent pour un coût, mais au final, ils laissent beaucoup d'argent sur la table ou ils en perdent parce qu'ils n'ont pas travaillé avec les bons Ouais. experts. Puis au final, tu as un client qui t'appelle, il me Oui, dit Pascal, de Novistra. oui. Je veux optimiser mon entreprise pour pouvoir réinvestir, justement. C'est quoi est-ce que tu rentres ça dans la machine? OK, parfait. La première étape, j'installe un CRM. Deuxième étape, j'installe un ERP ou j'installe un système de gestion d'inventaire, tout ça. Comment ça fonctionne? Oui. Bien, la première chose, c'est d'établir une relation parce que tout passe par l'humain. OK? Il faut que le niveau de confiance soit là pour que les deux partenaires puissent avancer. Donc, un conseil, s'il n'est pas bien reçu, il ne se mettra pas en application, puis on n'aura pas cherché la valeur qu'on souhaite aller chercher. Fait que c'est d'établir une crédibilité puis de bien cibler les besoins de l'entrepreneur. Donc, c'est de faire un diagnostic pour bien saisir ce que l'entrepreneur souhaite travailler. Ensuite de ça, ben, on se fait un plan de match pour aller optimiser les différents éléments de l'entreprise. Donc, ça peut être un point de vue un petit peu plus opérationnel, donc sur le plancher des activités pour une entreprise manufacturière. Ça peut être au niveau un petit peu plus des chiffres. Parce qu'il y a bien des choses qu'on peut optimiser et qui sont peut-être un peu moins tangibles. Donc, je Donne-nous des parle, exemples, ouais, ouais. Excuse. un exemple bien concret, c'est le prix des matières vendues. Donc, si tes coûts de matières premières sont trop élevés, ben ça affecte directement la rentabilité de ton entreprise. Donc, est-ce que tu as des stocks aussi? Puis tes stocks, sont-ils en quantité suffisante ou tu as trop d'inventaire dans ton entreprise? Donc, ça vient tirer les liquidités de ton entreprise, puis éventuellement, ben ça joue sur la valeur, ça joue sur... De quelle façon ça va jouer sur la valeur, justement? Ouais. Dans le fond, c'est du capital qui est immobilisé. Donc, ça vient jouer sur le cash flow. Donc, tu as moins de liquidité pour pouvoir investir Dans ce sens-là. dans ce sens-là. Donc, ce qu'on souhaite dans une entreprise, c'est d'avoir l'argent à la bonne place. C'est mieux de l'avoir dans le compte de banque que de l'avoir en OK. inventaire. C'est quoi les choses, par exemple, au niveau. Là, on parlait de tout ce qui est plus production, plus Ouais, opérationnel. C'est ouais. quoi les choses où est-ce que tu dis, où est-ce que tu as tout le temps du gain à aller chercher? J'imagine le coût, c'est tout le temps. C'est assez. Ben, le coût des matières premières, c'est critique. Ouais. Donc, ça, puis souvent, les entrepreneurs ne mettent pas assez d'énergie sur la Ouais. négociation du prix des matières premières. Donc, il y a énormément de gains à faire sur cet aspect-là.
Surtout que c'est un gain net. Hein? Si Ben, je sauve c'est un gain $1, net. je fais $1 de plus. Tout à Au fait. final. Puis ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que le dollar que tu sauves aujourd'hui, c'est 5 dollars à la vente d'entreprise. Parce qu'on multiplie par le multiple. Tout dépendamment du secteur. Du secteur d'activité, bien entendu. Ouais. Puis c'est quoi les secteurs d'activité? Ben là, juste pour finir Ouais. au final, fait que là, tu as l'opérationnel, la production. Après ça, qu'est-ce que tu vas regarder? La vente, là, on parle de l'achat. J'imagine que tu vas regarder au niveau des prix de vente, optimiser le prix de vente, donc maîtriser les costs. Ça aussi, c'est un élément qui est mal maîtrisé par les... Mal calculé, tu calcules mal ton cost. Mal calculé, puis souvent, c'est qu'on ne met pas le temps nécessaire. Donc, il y a bien des choses à gérer dans une entreprise, puis le cost, c'est comme quelque chose qu'on laisse aller. Pourtant, il y a énormément d'argent perdu parce qu'on ne maîtrise pas nos costs. Donc, ça veut dire qu'on ne vend pas au bon prix. Puis si on ne vend pas au bon prix, on ne fait pas la marge qu'on devrait faire. Puis c'est étonnant de voir comment, à un point tel que c'est mal maîtrisé, qu'il y a des entrepreneurs qui vendent des produits à perte. Ça, tu le vois souvent? Ça arrive, effectivement. Ouais. Ça peut être compliqué à calculer quand même. Moi, j'ai travaillé dans la distribution, justement. Puis à un moment donné, c'est quoi les costs que tu inclus? À un moment donné, ton électricité, par exemple, pour ton building, tu peux en tout cas, c'est sûr qu'il y a des façons de le calculer. Tout à fait. Mais ça devient compliqué quand tu sais exactement combien tu livres, quoi tes coûts par matériel. Mais ça varie, ça peut varier à chaque mois, tout dépendamment de ta consommation en électricité, par exemple. Oui, mais l'enjeu, c'est de se faire des outils qui vont faire en sorte qu'on va simplifier le calcul du cost. Parce qu'au moins, ce que tu veux voir, c'est est-ce qu'il y a des produits que je vends à perte. Ouais. Ça, tu veux les éliminer rapidement. Après ça, tu continues à travailler et à peaufiner pour aller chercher ta marge que tu devrais. Fait que souvent, les entrepreneurs, ils ne comprennent pas à quelle marge je dois vendre mon produit. Donc, on ne maîtrise pas cet élément-là. C'est-tu 40, c'est-tu 50, c'est-tu 60, puis dans mon industrie, puis comparativement à d'autres industries. Donc, il faut, comme entrepreneur, protéger ses marges. Il faut identifier nos clients qui nous font perdre de l'argent, parce que quand on prend notre liste de clients, c'est pas vrai que tous vos clients vous font gagner de l'argent. Il y a des clients qui vous font perdre du temps, puis que vous leur vendez des produits à perte. Fait qu'il faut comprendre cette dynamique-là. Puis c'est vrai pour les produits puis les services que vous vendez aussi. Il y a des produits, puis il y a des services qui vous font perdre de l'argent. Fait que ça, c'est un des premiers diagnostics. Dans notre diagnostic, on identifie ces éléments-là, puis on prend des actions pour simplifier l'entreprise. C'est un mot qu'on n'utilise pas assez, c'est comment je peux simplifier mon entreprise. Puis simplifier une entreprise, ça permet d'augmenter la rentabilité de son entreprise. Puis comment tu viens déterminer le prix d'un produit? Par exemple, si j'ai un téléphone comme ça, comment tu peux savoir que je ne devrais pas le vendre 2000 $, là je le vends 1000 $, par exemple? C'est quoi ta technique? La première chose que je vais demander à l'entrepreneur, c'est tu connais-tu la marge de ton produit? S'il ne maîtrise pas la marge du produit, c'est un red flag. C'est un red flag. On a un petit enjeu. Fait qu'on va après ça travailler, parce que c'est pas nécessairement moi qui fais tout le travail, mais mon rôle est plus d'identifier les sources problématiques, puis après d'accompagner l'équipe dans la résolution de problèmes. Fait que souvent, l'équipe est capable de le faire, le costing, mais c'est juste qu'on n'a jamais priorisé cet élément-là. Fait qu'on vend, mais est-ce que notre produit qu'on vend est rentable? C'est là qu'il faut des fois remettre en question les façons de faire. Je reviens à simplifier l'entreprise. Est-ce que votre méthode de costing est simple? Est-ce qu'on peut coster rapidement? Parce que des fois, répondre rapidement à un client, c'est intéressant. Si le costing n'est pas bon, puis que les ventes augmentent, puis que pour on va prendre un gâteau, mettons, tu fabriques un gâteau, ton costing n'est pas bon, mais tu ne sais pas que tu perds, je ne sais pas moi, 2 $ à chaque fois, puis que tu te mets à vendre le double, le triple de ce modèle-là de gâteau, tu vas juste augmenter tes pertes ou perdre de la profitabilité. Mais comment tu viens déterminer justement à quel prix tu vas le vendre par la suite? C'est sûr que c'est une étude de marché au final de regarder combien... on va regarder un peu la situation sur le marché, donc les prix auxquels ils sont vendus, mais on va regarder nos coûts internes parce que quand on se compare aux autres entreprises, ça se peut qu'on n'est pas en mesure d'avoir les mêmes coûts de base.
Mais là, c'est là qu'il faut faire un exercice de dire si on n'est pas capable d'arriver avec une marge intéressante pour le vendre au prix du marché, mais c'est quoi les actions qu'on peut faire pour réduire nos frais fixes, pour réduire nos coûts de matières premières qui vont avoir souvent, ou la main-d'œuvre qui vont avoir un gros impact habituellement sur le costing du produit. Fait que le but, c'est d'identifier comment on peut améliorer. Des fois, ben, la réponse, c'est que le produit n'est pas compétitif, puis on n'est pas capable d'arriver avec un prix, mais il faut se poser la question, pourquoi je vends ce produit-là? Puis il faut éliminer des produits. Ouais. Est-ce que ça arrive souvent que tu vas, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir, par exemple, un entrepreneur qui pricerait un produit qui dirait, OK, je pense pas que ce produit-là, je peux pas le vendre 2000. Finalement, tu le prices à 2000, tu réussis à le vendre. Ça doit arriver quand même souvent des gens qui sous-estiment le prix que le marché peut supporter pour un produit? Effectivement. J'ai rencontré quelqu'un qui fabrique des ambulances de mers. Raconter une histoire quand même intéressante. Eux, ils voulaient attaquer le marché américain avec le produit qu'ils vendent au Québec puis au Canada. Prix super compétitif, même dans la fourchette basse des ambulances. Puis ils ne réussissaient pas à en vendre, même si le produit était meilleur marché que ce qui était vendu par des entreprises américaines. Bien, quand tu t'attaques à un marché comme ça, même si c'est un super bon produit, un super bon prix, ça se peut que ça ne réponde pas à la réalité du marché. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont augmenté leur prix, puis ils ont commencé à mettre des options custom. Parce que dans le fond, le marché, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est, moi, je vais payer le prix que ça vaut, mais j'ai besoin de ces options-là. Fait qu'ils se sont mis à vendre des produits différents. Ils ont costé avec un prix probablement 25, 30, 40% plus élevé qu'une ambulance au Québec. Mais c'est là qu'il ne faut pas rester dans des paradigmes, dans des biais de dire, OK, on ne sera pas capable de vendre. Il faut que tu t'adaptes en fonction de ton marché. Mais là, ça demande du costing, ça demande une réflexion sur l'ensemble, pas juste regarder le prix, puis voir si dans ce cas-là, il était capable de faire les produits que le marché, dans le fond, demandait. Mais ça a changé complètement la rentabilité de l'entreprise parce qu'ils se sont attaqués à un marché qui était beaucoup plus payant avec des marges beaucoup plus intéressantes. OK. Puis, fait que dans le fond, si on revient un peu, donc ce que tu offres, c'est au niveau production, au niveau opérationnel. Est-ce qu'il y a d'autres choses par la suite que tu vas regarder au niveau de l'entreprise? Bien, les coûts, par exemple? Les coûts des matières, oui, exactement. Le coût des matières premières est un élément primordial. Aujourd'hui, il faut avoir une stratégie d'analyse. Est-ce que pour avoir des bons costs au niveau de mes matières premières, est-ce que je dois, de mes produits, est-ce que je dois fabriquer de façon locale? Donc, est-ce que je dois avoir mon entreprise puis fabriquer? Est-ce que je dois acheter la pièce ou les composantes faites? Est-ce que je le fais localement? Est-ce que je le fais à l'international? Donc, la notion de sous-traitance, la notion d'achat externe est super importante. Puis aujourd'hui, ben, si on n'a pas ces stratégies-là, puis qu'on n'a pas les contacts, par exemple, en Asie, au Brésil, en Chine, en Thaïlande, pour Mexique, pour avoir accès à des matières premières ou des matières transformées à moindre coût, puis que votre compétiteur le fait, lui, ben, je peux te garantir qu'il va dégager plus de profitabilité. Ils vont avoir peut-être plus de croissance. Puis là, c'est que l'entreprise qui n'a pas de croissance, qui a moins de profitabilité, ben, dans son cycle, est vouée à un moment donné à mourir. T'sais. Si on n'a pas de croissance, si on n'a pas une bonne rentabilité, l'entreprise va juste mourir éventuellement. Donc, c'est là qu'il faut repousser la mort de nos entreprises parce qu'on protège la rentabilité puis qu'on amène des stratégies innovantes. Puis est-ce que tu aides les compagnies aussi au niveau de leur coût fixe? On parle des matières premières, mais par exemple, on parle d'immobilier un peu. Le coût, par exemple, de l'électricité, le coût des... Bien, c'est sûr qu'il faut réviser ces coûts-là. Des fois, on va arriver avec des assurances. Souvent, la marge de manœuvre est moins grande. Mais si tu n'as pas mesuré
c'est quoi le coût de l'assurance, puis tu fais juste absorber une augmentation d'année en année, puis tu ne magasines pas, mais c'est sûr que tes coûts vont être plus élevés. Ça, c'est $1, comme on disait, c'est $1 que tu sauves, c'est $1 que tu fais de plus. Exactement. Puis, c'est sûr que, tu sais, comme entreprise, tu dois te poser la question au niveau du loyer, parce que selon le secteur d'activité dans lequel tu vas être, si tu es dans la vente au détail, c'est rare que tu vas posséder ton immeuble. Tu sais, tu vas plus être en mode location. Il y a des cas d'exception, comme par exemple Pizza Salvatore, propriétaire d'énormément de buildings. Exact. Copie un peu le modèle McDonald's qui fait de l'argent plus avec l'immobilier qu'avec le burger. Ouais, non, tu as raison. C'est exactement le même modèle, finalement. Ouais. Je n'avais même pas pensé. Oui, effectivement. Puis ils achètent des buildings aussi de plus en plus, puis ils vont rénover exactement comme McDonald's. Puis, c'est ça, toi, justement, vous avez acheté une entreprise. Vous aviez peut-être un building de trop? On avait un immeuble de trop que, dans le fond, toujours en voulant simplifier l'entreprise, on a revu nos activités. On s'est aperçu qu'il y avait des produits qu'on faisait qui n'avaient peut-être plus la valeur ajoutée. Okay. Donc, on a révisé la gamme de produits Parce qu'il était moins profitable ou… Parce qu'il était moins profitable, puis le marché était moins en croissance. Okay. Puis, ce qui est important, c'est de se concentrer dans quoi tu es bon. Parce que souvent, une des choses qu'on voit, c'est qu'on se diversifie beaucoup, puis on oublie la rentabilité. Donc, je le vois avec beaucoup d'entreprises que j'accompagne, c'est que pour augmenter les revenus, on se met à multiplier le nombre de produits qu'on fait. On se lance dans différentes activités, mais au final, ça ne veut pas dire que tu vas être plus profitable. Fait que, ce qui devrait être, dans le fond, aligner chaque décision de l'entrepreneur, c'est la rentabilité de son entreprise. Puis il devrait réviser sa stratégie d'affaires au moins une fois par année pour dire, OK, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Puis c'est-tu ça qui va m'amener à la prochaine ou aux prochaines étapes que j'ai mis en place? Puis le fait d'avoir révisé cette stratégie-là nous a amené à déterminer qu'on avait beaucoup trop de pieds carrés. Fait qu'on a optimisé le pied carré qu'on possédait, puis ça nous a permis de mettre en vente un immeuble. OK. Ça a permis de rembourser des prêts, investir dans la compagnie. Exactement. Ouais. Toujours plus profitable. Ce qui est intéressant, c'est que si on achète une entreprise ou on démarre une entreprise, il faut se poser la question de dire, OK, ça va être quoi ma stratégie? Fait que des fois, ça se fait en phase. Tu sais, tu peux commencer en louant du pied carré, un entrepôt, un building. Tu loues, tu négocies bien ton entente, puis au fur et à mesure que tu progresses, tu réévalues, voir si ça vaut encore la peine de louer ou si c'est mieux de posséder ton entreprise. Puis souvent, tu peux le faire trop vite, donc ça va avoir un impact sur ta rentabilité. Fait que de le faire de façon stratégique peut amener une… Toi, principalement, est-ce que tu es pour l'achat d'un immeuble, la possession d'un immeuble au niveau de la rentabilité, de la valeur de l'entreprise, peut-être, la prise de valeur justement de l'immeuble dans le futur? Je pense que c'est intéressant de posséder un actif comme des immeubles. Par contre, quand j'accompagne des entrepreneurs, il faut vraiment y aller cas par cas. C'est pas nécessairement la première chose que tu leur dis de faire. C'est pas nécessairement la première chose. Puis après ça, il faut travailler avec des fiscalistes pour voir comment on met la structure en place qui va avantager aussi. Mais il faut avoir une stratégie. C'est pas juste de dire je veux posséder un immeuble. C'est comment ça s'installe dans la stratégie de l'entreprise. Puis un des éléments, c'est que être propriétaire d'un building, ça veut dire aussi avoir des coûts, puis assumer les réparations. Il faut quand même que tu t'en occupes. Souvent, par exemple, quand on voit un bail triple net, souvent, quand même, les coûts sont assumés par le locataire. Oui, exactement. C'est du cas par cas. Puis des fois, c'est avantageux, des fois, ça l'est moins. Puis il faut juste comme le déterminer. Chose qui est sûre, c'est que dans le manufacturier, la plupart des entreprises sont propriétaires de leur immeuble. Parce que tu mets tellement d'argent en électricité, le courant, les machines, des équipements que tu ne peux pas déménager, tu deviens propriétaire. J'ai un client en ce moment,
il est à Sherbrooke, puis il regardait pour justement peut-être acheter son building ou se relocaliser. Se relocaliser, ça lui coûterait environ 500 000. OK. C'est juste pour le déménagement, peut-être les Ouais, ponts roulants, les installations exact. électriques, etc. Ça, c'est sûr que c'est un pensée-y Parce que bien. là, lui, il est en location Lui actuellement? est en location, puis il aimerait ça acheter le building Oui, qui est en location. oui. Mais c'est ça. Sinon, Fait que sinon lui, ça c'est va. avantageux pour lui de faire l'achat. Ben, c'est avantageux dans le cas où est-ce que c'est tellement coûteux de te relocaliser que juste pour te sécuriser ta business finalement, tu sais. Parce que c'est sûr que si tu arrives, par exemple, à terme au niveau de ton bail, puis là, tu n'as plus tes options de renouvellement Hmm, sont expirées finalement ou tu n'en as plus dans ton bail, ben là, tu es comme à risque. tout à fait. Tu sais, là, tu arrives, puis là, le propriétaire t'a dit, il voit que ta business tu fais de l'argent comme de l'eau, par exemple, ta business va bien, mais là, il va dire parfait, il est capable de supporter un 50$ du pied carré, tu sais. Puis, c'est peut-être un conseil à donner aussi à ceux qui voudraient reprendre une entreprise qui serait en location, de bien Ah étudier ouais, super les, important. les Le baux, bail, là. parce que le bail, combien se sont fait avoir en Ouais. pensant qu'il y avait Le plus. gym où je m'entraînais dernièrement à Longueuil, ils sont arrivés du jour au lendemain, les meubles étaient vendus, ils ont augmenté, ils ont doublé le loyer. Fait que finalement, ils ont fini par quitter, puis là, c'est encore en location, ça n'a jamais été loué. Ouais, Mais tout ça pour dire là, ils ont été chanceux parce qu'ils ont acheté. C'est un gym de style CrossFit. Là. ouais, C'est pas des gyms qu'il y a partout, puis c'est difficile, le zonage est difficile. Puis finalement, ils en ont acheté un autre, fait qu'ils ils ont quand même été corrects. Mais ça aurait pu être la fin du gym. Là. Ça aurait pu tout à être fait. on ferme finalement. Oui, Puis, ben, l'impact sur des frais comme ça qui doublent, je veux dire, sur la rentabilité, ouais, c'est majeur. Là. exact. C'est énorme. Fait que ça, c'est effectivement. Je ne sais pas si dans le due diligence, généralement, les gens, vous autres, vous allez le regarder. Est-ce que tu accompagnes les gens dans tout ce qui est le processus Il y a d'acquisition, de vente? il y a des spécialistes qui doivent être impliqués. Ouais. Moi, où je peux accompagner, ça va être plus sur l'analyse opérationnelle euh, de l'entreprise. Donc, évaluer, par exemple, l'équipe de gestion, évaluer les activités, essayer de mesurer aussi les synergies possibles. Parce que OK. quand tu fais l'achat d'une entreprise, surtout si c'est de la fusion-acquisition, puis que tu veux acquérir un compétiteur ou ben, tu veux voir comment les synergies vont se faire, puis combien on peut réduire de coûts Ouais. pour augmenter la rentabilité de l'entreprise. Donc, c'est là que je vais OK. jouer un rôle un petit peu plus. OK. Parce que tu as beaucoup de compagnies maintenant. C'est comme à la mode, là, le reprenariat. Puis ça va être Oui, encore plus gros. Là, ben 50 000 entreprises ouais. qui vont changer de main dans les Mais, 3 à mais 5 prochaines années. ce qui est impressionnant, c'est de voir toutes les compagnies qui offrent des services on peut t'aider à trouver une entreprise, puis on va t'aider, on va t'accompagner. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont l'expertise pour lire un bail commercial? Est-ce qu'ils ont l'expertise pour évaluer? Je ne sais pas s'ils évaluent l'entreprise, j'espère qu'ils vont référer à un évaluateur, puisque c'est Ben, quand il même. faut, si tu fais l'achat d'une entreprise, que ce soit du reprenariat ou le modèle, il faut absolument que tu t'assures d'avoir une équipe compétente avec toi parce que tu as besoin d'un banquier, tu as besoin d'évaluer l'entreprise correctement. Puis ça, il y a des certifications des comptables qui sont CDV qui vont faire la bonne évaluation de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses au niveau comptable à vérifier. Tu as besoin d'avocats. Tu ne peux pas te lancer, dire je vais acheter une entreprise comme ça. Puis des fois, ça coûte cher, mais ça te coûte beaucoup moins cher que si tu n'as pas Ouais. travaillé avec les bons joueurs, avec les bons experts. Donc, On a tourné le 3e épisode avec Valornet, comme je te disais tantôt. oui, Puis, c'est ça, mon client me disait que, pour revenir un peu à ce que tu disais tantôt, pour l'acquisition, lui, c'était extrêmement difficile d'intégrer la nouvelle entreprise qu'il venait d'acquérir oui. si c'était un compétiteur. C'est ça, c'était parce qu'il partait probablement avec Ben, il y a une des idée biais, là, tu sais, il exacte. y a une vision qui va être différente, puis on sous-estime des fois l'impact humain dans une transaction. Des fois, dans les sourires, ça paraîtra pas, mais il y a du travail à reculons qui se fait en arrière. C'est important que si on fait l'achat d'une entreprise, ben, qu'on soit capable de travailler en collaboration avec nos employés, puis de voir si on partage pas la nouvelle vision. Fait que c'est sûr que normalement, un vendeur ne va pas vendre à quelqu'un qui a une vision complètement différente de la sienne, mais il faut qu'il y ait un arrimage à la transaction. Puis un coup que la transaction est faite, il faut s'assurer que les gens vont pagayer dans le même sens que les nouveaux acquéreurs.
c'est là qu'il faut prendre des décisions rapidement. S'il y a des gens qui ralentissent la, le transfert de vision, ben il faut prendre des décisions parce que quelqu'un qui est négatif va contaminer le reste de l'équipe, puis la transaction, les synergies ne s'installeront pas comme ils devraient s'installer. Dans ce cas-là, c'est sûr que c'était, en plus, la compagnie est basée dans la région de Montréal, tu achètes une compagnie en Beauce, par exemple, ou en Sherbrooke, par exemple, ça devient quand même difficile d'intégrer la compagnie. Là. Tout à fait. Je sais pas comment tu vois ça, les compagnies qui sont justement plus éloignées, ou est-ce que tu as fait des acquisitions par des groupes américains, par exemple? Ou... Ben, pas nécessairement. Ben oui, j'ai vu des transactions comme telles, mais tu sais, chaque cas est différent, mais ça prend un plan de match. Tu sais, faut que tu aies bien évalué l'équipe, il faut que tu aies bien évalué les écarts de culture. Comment tu le fais, ça? Ben, c'est difficile. Oui, ben, il y a des spécialistes aussi qui vont travailler cet aspect-là. Mais il y a une chose qui se fait facilement, c'est de rencontrer l'équipe de direction puis d'évaluer les gens. C'est quelque chose qui se fait couramment, ça, dans le... Ah, il faut, oui. Dans le cas, c'est sûr que dans le cas d'un achat ou d'une optimisation, toi, c'est quelque chose que tu mets d'avant, que tu mets oui, en place? Dans une transaction, donc, mettons, si on achète une entreprise, dans le processus, il va y avoir des rencontres avec l'équipe de direction. L'équipe de direction. Qui compose, par exemple, dans le cas d'une compagnie de 100 personnes, 100 employés, combien il y aurait de y a-t-il une règle du pouce 5 directeurs par 100 employés ou que tu peux me donner d'expérience? Oui. Ben, mettons, habituellement, pour un employé, tu devrais avoir, pour 10 employés, on devrait avoir un chef d'équipe, un superviseur pour à peu près 20 employés. Donc, 2, 3. Ça doit être des thèmes. Tu sais, quand tu rentres dans une entreprise, puis il y a 20 directeurs, puis il y a 100 employés, ça doit être un red flag. Tout à fait. Ben, il y a de l'optimisation à faire. Est-ce que c'est des choses que tu vois souvent, par exemple, au niveau de la lourdeur? Définitivement. C'est un des enjeux, c'est que quand ça va mal, on fait juste rajouter du monde. Puis pas juste au niveau de l'équipe de direction ou des cadres, mais tu vas le voir aussi au niveau des employés. Donc, quand on marche le plancher, c'est assez facile. Puis quand tu vois des employés qui parlent, quand tu vois des employés qui ne sont pas sur le poste de travail en train de créer de la valeur, donc produire une pièce, ou ça veut dire qu'il y a trop d'employés, tu sais. Fait qu'il faut être en mesure d'évaluer correctement le nombre d'employés qu'on a dans notre entreprise qui doivent générer de la valeur. Puis, normalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a souvent un 25% trop d'heures investies. D'heures ou d'employés? De temps d'employés. Ça revient à des employés, là, mais on peut dire qu'à peu près, il y a un 25% d'optimisation à faire. Une des choses que les entreprises ne font pas assez, c'est mesurer leur productivité. Donc, ça veut dire de prendre les revenus sur les heures travaillées, puis de prendre le BAYA sur les heures travaillées, puis de suivre dans le temps comment la productivité va s'améliorer. Fait que souvent, on va parler de la productivité. On va dans le journal, les affaires. On est moins productif, Mais quand on parle avec les entrepreneurs, ils ne savent pas leur productivité. Donc, c'est un des enjeux. Puis on revient un peu à la discussion du début qui était, si on se compare aux États-Unis, bien souvent dans les pays comme les États-Unis, ils vont maîtriser beaucoup mieux leurs chiffres, dont la mesure de la productivité. Donc, ça, c'est un signe, si l'entreprise peut être optimisée, bien, c'est combien de dollars de revenus par employé ou par heure travaillée que l'entreprise fait. Puis, il y a des grandes lignes, puis on est capable de voir rapidement si l'entreprise peut être optimisée. OK. Parce que chaque client, chaque compagnie n'est pas nécessairement optimisable. Bien, on va partir sur... Il y a toujours quelque chose à faire, mais ça ne sera pas nécessairement le même chemin parce que chaque entreprise est une entité différente, donc il n'y a pas nécessairement les mêmes enjeux d'une entreprise à l'autre. C'est dur de dire, OK, on a une recette qui est gagnante, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que juste en posant des questions sur est-ce que tu connais tes chiffres, connais-tu tes marges,
on est capable de voir. Les questions de base qu'on Ouais. voit dans les dragons, là. Oui, exactement. Tu connais-tu tes marges? Es-tu profitable? Tu connais-tu ta profitabilité? Combien de produits te coûtent? Puis, Exactement. Fait qu'un peu ce qu'on a dit, tu sais, c'est juste de mettre ça sur un tableau de bord puis d'être capable de dire, OK, ben c'est ça l'état de la situation aujourd'hui. Puis après ça, la stratégie pour améliorer la rentabilité va être différente d'une organisation à c'est du cas par cas. Du cas par cas. Puis c'est quoi les plus grosses entreprises avec qui tu as travaillé, puis tu as évalué, c'est quoi les complexités, les défis qu'il y avait, eux autres? Oui. Ben, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de travailler avec des entreprises comme Bombardier, Airbus dans l'aéronautique, L'Oréal, les produits de beauté, shampoing, beaucoup d'industries lourdes. L'Oréal, c'est coté en bourse? Oui. Oui, OK. Comme Bombardier. Je ne suis pas certain si ce n'est pas une entreprise privée. Okay. Je pense que c'est un propriétaire unique de mémoire. Mais oui, tu sais, travailler avec des entreprises cotées en bourse. Vois-tu une grosse différence entre les deux? Au niveau opérationnel, au niveau productivité, justement? Parce que Bombardier, c'est sûr que c'est peut-être pas la plus reconnue au niveau de la productivité. Les entreprises de cette grosseur-là, souvent, en fait, pas juste Bombardier. Et ça n'a pas nécessairement rapport avec si je suis coté en bourse ou pas. On va voir des réflexes qui sont différents. Par exemple, Bombardier ou Airbus, quand ils arrivent à la fin d'un trimestre, le dernier 48 heures va être infernal parce que tu as promis à tes actionnaires un nombre d'unités produites, un nombre d'avions, puis tu vas travailler comme un fou pour faire, si tu avais promis 30 avions, ben si tu étais à 29, il faut que le 30e sorte. Fait que tu vas mettre bien de l'énergie, mais ça fait que tu travailles des fois un peu comme en bourrée ou en séquence. On ne peut pas dire que les entreprises cotées en bourse sont productives ou pas. Ce que j'ai vu, c'est que souvent l'industrie lourde, où tu as des gros salaires, des employés qui gagnent plus de 100 000 comme opérateurs de postes de travail, dans un peu comme Homer Simpson, là, dans centrale nucléaire. Souvent, ces entreprises-là sont moins productives. Pourtant, les salaires sont très bien payés. On a juste à penser, mettons, au centre d'entretien de STM ou STL. C'est probablement les pires environnements en termes de productivité. Moi, je pense pas que c'est... je pense pas que c'est les employés, je pense que c'est la culture. Il n'y a pas une culture de productivité. Il n'y a pas de culture. Puis là, cette culture-là, c'est-tu les employés qui l'ont amenée ou c'est les cadres? Mais une chose qui est sûre, c'est que ce pas des environnements qui sont faciles à changer. J'ai une question. On part de loin. Vraiment, là, tu sais, on part de loin. C'est abominable comme... J'ai une question controversée. Ouais, vas-y. Est-ce que c'est à cause des syndicats? Je ne sais pas si c'est controversé aujourd'hui, là, mais... On peut pas dire que tous les syndicats empêchent la productivité, mais on ne se cachera pas qu'il y a des individus, puis il y a des organisations syndicales qui mettent des fois la main sur l'épaule, qui disent ben ralentis, ça, j'en ai vu, que ça soit en santé, que ça soit... on a entendu parler. Oui, mais on ne peut pas généraliser ça parce que c'est plus, je pense, c'est plus lié à des secteurs d'activité ou à des milieux de travail. Parce que quand tu vas, tu sais, j'ai travaillé avec Bridgestone, qui fabrique des pneus, puis à Joliette, grande entreprise, tu sais, ça a 1 kilomètre de long, c'est énorme. Puis quand j'ai fait un mandat avec eux, quand j'ai terminé, puis pourtant, on avait amélioré la productivité. Donc, on s'est assuré avec l'équipe de gestion que chaque employé augmentait sa performance ou atteignait la performance qui était souhaitée. Donc, c'est facile d'arriver puis de voir que tu as des très bons employés, puis tu as des mauvais, puis tu as une moyenne entre les deux. Le premier objectif que tu vas faire, c'est de prendre les moins bons, puis au moins les amener à la moyenne. Puis là, l'entreprise, si elle fait ça, elle devient plus performante. On a discipliné des gens, on a formé des gens, on a pris différentes stratégies. Mais à un moment donné, tu n'es pas bon, il faut que tu t'en débarrasses. Ils vont drainer l'ensemble du travail des employés vers le bas. Fait qu'il faut, comme gestionnaire, tu as un rôle à jouer pour t'assurer que tu mets des employés qui sont performants. Voici ce qui termine l'épisode. J'espère que vous avez autant apprécié écouter l'épisode que moi, j'ai eu de plaisir à la réaliser avec Pascal. C'est un gars tellement sympathique, un gars qui a tellement de connaissances au niveau entrepreneurial.
Puis c'est vraiment un expert en optimisation pour les entreprises. Fait que si vous voulez vivre la plus belle année, là on est en 2026 cette année, si vous voulez vivre votre meilleure année, n'hésitez pas à l'appeler, c'est un gars qui peut vraiment vous aider.